Voilà, je cède tout de suite la parole à Delphine qui va nous lire en introduction, pas la prière Église verte cette fois-ci, mais celle du temps pour la création. Si tu veux nous en parler un petit peu aussi, je te laisse. Eh oui. Bonsoir, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis salariée d'Église Verte et je suis en charge des communautés labellisées de l'Est de la France, donc les communautés qui sont paroissiales ou des associations. Et je m'occupe également du parcours Église Verte Famille. Et donc on souhaitait vous partager cette prière du temps pour la création. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du temps pour la création et très probablement déjà organisé des actions durant ce temps pour la création. Donc c'est un événement, c'est un temps qui a lieu chaque année du 1er septembre au 4 octobre, durant lequel on invite tous les chrétiens du monde entier sont invités à organiser des actions spécifiques pour le soin de la création, notamment des temps spirituels. Et nous, Église Verte, on recense toutes les propositions internationales et nationales et on complète également avec quelques partenaires les propositions qui sont faites pour les adapter et puis pour avoir des choses vraiment spécifiques pour la France. Donc on vous renverra également le lien vers toutes les ressources qui sont sur notre site internet. Et donc chaque année, au niveau international, il y a un guide de la création qui est conçu dans lequel il y a une proposition pour un temps de prière pour la création, différentes propositions en lien avec le thème d'année. Et cette année, le thème, c'est Paix avec les créations, comme vous pouvez le voir en tout petit sur le logo en haut de la page qui s'affiche. Et puis, il y a cette prière du temps pour la création qui est proposée chaque année. Il y a également des messages des responsables religieux. Là, le pape Léon a proposé un message et puis on a eu un message également orthodoxe. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous renseigner sur ce sujet-là, à regarder les différentes ressources. Et là, je vais surtout vous partager cette prière qui est affichée. Créateur de tout, nous te louons pour le don de la vie et pour la foi qui nous unit dans le soin de notre maison commune. Nous confessons combien nous sommes devenus étrangers les uns aux autres, à ta création et à notre être véritable. Nous reconnaissons que notre avidité et nos instincts destructeurs ont brisé nos relations avec toi, avec les autres et avec la terre. Les champs fertiles sont devenus stériles. Les forêts sont désolées. Les océans et les rivières sont pollués. Des communautés florissantes sont devenues des lieux de souffrance et la terre pousse un cri. Christ bien-aimé, toi qui as dit Shalom à des cœurs effrayés, éveille en nous une action compatissante. Inspire-nous à œuvrer pour la fin des conflits et pour la restauration complète des relations brisées avec toi, avec la communauté œcuménique, avec la famille humaine et avec toute la création. Prince de la paix, à travers tes blessures, apprends-nous à nous tenir en solidarité avec les blessures des autres, de la création et du monde. Par ta résurrection, fais de nous un peuple d'espérance, ayant la vision d'épée transformée en soc de charrue et de larmes changées en joie. Puisse-t-on se rassembler comme une seule famille pour œuvrer à ta paix, un shalom où tout ton peuple puisse habiter en sécurité et se reposer dans des lieux paisibles. Amen. Je vous souhaite un bon temps de formation. Merci Delphine, c'est vraiment inspirant. Euh, j'ai oublié de vous préciser que parmi nous se cachent pour la première fois des ambassadeurs à Rocha. Pour ceux qui ne connaissent pas Rocha, on vous enverra des informations dessus. Donc, on vous souhaite la bienvenue spécifiquement, voilà, en plus du réseau Église Verte. Nos missions sont vraiment proches, donc on est heureux de vous accueillir parmi nous pour la première fois ce soir. Alors, eh bien, je vais maintenant passer au sondage sur le compost. Donc, c'est 8 questions, voilà, pour tester un petit peu nos connaissances. Et puis, bien sûr, vous aurez les réponses dans l'intervention de Perrine. Et ensuite,
je reprendrai toutes les questions. C'est à vous, vous allez pouvoir cocher. Et je vais laisser la place à Perrine. Perrine Bulgeroni, plus connue sous son nom d'épouse, son ex-nom, donc Hervé Gruyé, qui a rédigé beaucoup d'ouvrages sur la permaculture. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, Perrine. Voilà. C'est ça, je l'ai celui-là. Je- Voilà. Et donc, elle est cofondatrice de la ferme biologique du Bec et Loin, qui est vraiment une ferme très, très pionnière sur la permaculture. Voilà, dans la permaculture, il y a du compost. Donc, comme la paroisse de Périne, là où tu habitais avant Normandie, est labellisée Église verte, c'est comme ça qu'on est rentré en relation. Tu as accepté de nous parler du compost et je t'en remercie beaucoup. Donc, je Avec vais plaisir. te... Merci. Je vais te laisser nous partager voilà, les bases du compost. Merci à toi. Merci, merci Marie-Laurent, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors, je vais vous parler du compost. Je vois avec le petit quiz qu'il y a déjà un bon petit niveau, hein. Vous avez des bonnes connaissances, donc ça fait plaisir. Je vous ai quand même préparé une petite présentation. Je vais aller assez vite, du coup, sur les aspects, on va dire, les plus basiques de la présentation d'un compost. Mais je remarque souvent, parce que moi, je forme beaucoup de personnes hein, qui veulent souvent créer des fermes, hein, pas vraiment du jardinage, mais vraiment de l'agriculture à proprement parler. Ma spécialité étant le maraîchage, le compost est vraiment un enjeu majeur. Et je remarque assez souvent que le compost semble être quelque chose de très facile, qui n'est jamais maîtrisé en fait, qui n'est jamais vraiment compris jusqu'au bout. Donc c'est toujours hyper intéressant d'en parler, de l'évoquer. Parce que faire du compost, c'est pas juste mettre ses déchets sur un tas, comme vous l'imaginez bien, et je pense que vous le savez au vu des réponses du petit quiz. Et c'est vraiment d'un art ancestral hein, dont il s'agit. Le compostage existe, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais en tout cas certainement depuis très très longtemps. Et les déchets dans les sociétés ancestrales étaient de véritables ressources, c'était de l'or ou presque, hein. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné de ces bonnes pratiques parce qu'on a le réflexe de mettre à la poubelle, etc. Fort heureusement, avec la législation telle qu'elle s'improvise en France depuis quelque temps, on revient au fait de trier les déchets et de mettre les déchets organiques de côté. Alors moi, c'est mon grand espoir pour que les gens se remettent à faire du compost, puisque finalement, ils ont tous ces déchets-là à disposition. Ils n'ont pas encore conscience que c'est une super ressource, mais on va essayer de répandre la bonne parole côté compost. Donc le compost, c'est quoi? Il y a compost, compost et compost, et on va le voir après, mais globalement, tous les composts, c'est un processus naturel de décomposition. On part de matière organique, quelle qu'elle soit, et on le transforme en une matière humique, en un humus relativement stable. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Ben, ce sont nos amis, les bactéries, les champignons, qui, de concert, vont, avec les invertébrés aussi d'ailleurs, vont opérer une transformation de cette matière que nous, on appellerait déchets, pour en faire une ressource qui sera ce fameux compost. Mais ce compost, c'est quoi? C'est souvent aussi mal compris. Les gens pensent que c'est du terreau, etc. Donc, pareil, là, j'ai ressenti le besoin de mettre au point la différence compost-terreau. Donc, un compost, tous les composts dont je vais vous parler tout à l'heure, en fait, c'est une matière vivante en décomposition, quel que soit le type de décomposition, et on verra après. Et Et le terreau, par opposition au compost. Alors, le terreau, souvent de nos jours, on pense que c'est ce qu'on achète en sac. Là, vous savez, cette espèce de substrat qui va souvent être industrialisé, hein, relativement standardisé, stérilisé, même pour des cultures. C'est celui qu'on va utiliser pour les plants, pour les petits semis. Mais bien évidemment, on peut faire soi-même un très bon terreau de feuilles. La grosse différence, c'est que ce ne sera plus du vivant au moment où on aura le résidu. Donc voilà un petit peu la différence terreau-compost. Et pourquoi on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous en maraîchage particulièrement, on ne jure que par le compost, parce qu'on sait que les terres les plus amendées, les plus enrichies, vont être les plus réactives, non seulement parce qu'elles vont être riches en minéraux, en nutriments, mais aussi parce que la structure du sol va en faire une espèce d'éponge pour que chaque goutte d'eau qui tombe dessus puisse être retenue le plus longtemps possible. Et puis aussi, il y a cette fameuse vie du sol, ces micro-organismes si précieux, et ce sont eux et uniquement eux qui sont à la base de l'assimilation des minéraux et des nutriments par la plante. Sans micro-organismes,
la plante, en gros, elle se nourrit pas. C'est pour ça qu'on lui rajoute des engrais chimiques, des machins, des trucs. Donc, si on a un bon compost bien riche déjà en microflore, en bactéries, en champignons, eh bien, on a de nombreux avantages. Donc, vous connaissez tous un petit peu, hein, les avantages du compost. On recycle les déchets, on réduit les émissions de CO2 et on préserve les ressources naturelles. Et pourquoi on va l'utiliser dans nos cultures? Parce que ça va améliorer la structure du sol, ça va retenir l'eau, comme je vous l'ai dit, et ça va assurer la fertilité. Donc finalement, ce compost, c'est un amendement qui aussi fertilise. Donc voilà, il joue un petit peu les deux rôles. Alors, différents types de compost, je vais y revenir dans un instant. Là, vous voyez, c'est un compost inerte que vous voyez là devant vous, qui est en train d'être fabriqué par les poules. Dans ce type de poulailler, je mettais systématiquement un substrat composé de bois, ça pouvait être de la sueur, etc., que j'inoculais en bactéries. Je faisais moi-même mes propres solutions de bactéries. Donc, j'arrosais tout ça de bonnes bactéries. Les poules mettaient leurs petites fientes dessus et tout ça, ça se décomposait comme un compost en place. Il ne chauffait pas, contrairement à ce qu'on va voir dans quelques instants, mais c'était une forme de compost hyper intéressante. Et vous allez voir, compost, 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 il y en a plein. Ce soir, je vais vous parler plutôt du numéro 2, du compost chaud, et vous allez comprendre pourquoi j'en suis absolument fan, mais il en existe plein, en fait, du compost. Le premier, c'est le compost, j'allais dire, classique, celui que vous connaissez tous. On fait un tas sur lequel on dépose tous nos résidus du jardin. Alors, ça peut être aussi les résidus de cuisine, ça peut être les tontes d'herbe, ça peut être les feuilles mortes, etc., etc. Donc ça, c'est facile. On balance un petit peu tout ce qu'on a. La maturation est lente, on n'a pas trop à intervenir, mais pour moi, ça n'est pas un bon compost. Pourquoi? Parce que la dégradation se fait sans chauffe. Donc l'activité bactérienne, elle est très faible. Ce qui fait que moi, j'appelle ça des composts sales. C'est-à-dire que dans ce compost, on peut retrouver plein de graines d'adventice, donc de mauvaises herbes, comme on les dit, injustement. On peut retrouver plein de pathogènes. Mais pour autant, c'est de la matière qui s'est décomposée, donc c'est pas inintéressant. Donc moi, ces composts sales, ces composts classiques que j'appelle sales, j'avais tendance à les laisser dans un coin et à ne jamais les bouger. Comme ils étaient sales, ils ne revenaient jamais dans les cultures, mais dessus, je peux implanter des courges, des courgettes, des légumes qui sont très gourmands, ou des melons par exemple, qui vont être ravis d'atterrir là-dessus. Mais ce compost-là, je sais que potentiellement, il a des trucs qui ne me plaisent pas, donc je ne vais pas le ramener dans mes cultures. Le deuxième par lequel je ne fais que jurer, c'est le compost chaud. Ça, c'est celui par lequel je passe toujours. Lui, c'est pareil, on va voir la composition. On va voir la composition dans un instant, hein, mais c'est une strate de verte, une strate brune, et on monte, on fait une espèce de lasagne, et là, on génère une chauffe, et c'est cette chauffe qui nous intéresse, parce que cette chauffe, elle va annihiler tout élément pathogène, elle va annihiler tout risque de reprise de graines d'adventice et puis elle va accélérer la décomposition. Et de fait, on obtient au bout du cycle, dont on va voir les détails dans un instant, un substrat et un amendement qui va être tout à fait intégrable dans notre sol pour accueillir nos cultures. Troisième type de compost, c'est le compost de surface, qu'on appelle aussi le mulching, ou en tout cas le mulching en fait partie. Donc là, tout simplement, je vais étaler des résidus directement sur le sol et puis ils vont se décomposer en place. Donc je peux faire ça avec des tas de feuilles. Certains le font avec des tas de tontes d'herbe. Alors attention à la tonte d'herbe, si vous en mettez trop, premièrement, elle peut avoir tendance à chauffer très fort parce que ça n'est que de l'azote. Donc ça brûle même, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, un tas d'herbes déposées qui va brûler littéralement au milieu. Donc c'est dommage parce que vous n'avez que du carbone au final et puis vous perdez beaucoup d'éléments qui étaient présents dans l'herbe avant. Et puis, et également, si vous en mettez une trop grosse couche sur vos planches de culture ou sur vos buttes de culture, ce que vous allez obtenir, c'est une espèce de pâte toute tassée qui laisse pas respirer en dessous, ce qui est pas terrible non plus. Donc ce compost de surface, il faut bien le maîtriser. Il faut surtout pas ajouter des déchets de cuisine, etc. Parce que là, forcément, ça va être le royaume des ravageurs hein, et des rongeurs en tout genre notamment. Donc je vous conseille pas de faire ça. Mais pour autant, toute matière qui vient du sol doit retourner au sol. Tout ça, encore une fois, ce sont des ressources, c'est précieux, hein, c'est de l'or. Après, vous avez Ça le marche, lombricompost. rien compris. Et le lombricompost, ça, c'est presque un must, mais il est un petit peu plus difficile à mettre en place. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un must? Parce qu'en fait, là encore, on a une quantité de déchets.
on va faire en sorte que les petits vers de la décomposition, attention, ne sont pas les mêmes que les vers de terre que vous allez trouver dans le sol, hein, mais ces petits vers de la décomposition vont venir boulotter tous vos petits déchets. De par leurs excréments, en fait, ils vont vous générer une espèce de matière qui sera un très très bon compost que vous allez pouvoir intégrer à votre sol, mais aussi et surtout, si vous avez un bon lombricomposteur, vous allez pouvoir récupérer un jus, un espèce d'exudat de cette opération. Et ça, c'est extrêmement riche en nutriments. Vous pouvez l'utiliser en pulvérisation, etc. Mais c'est à faire avec parcimonie, tellement, tellement c'est riche. Mais c'est un petit peu plus délicat à mettre en place chez les particuliers ou même chez nous, les maraîchers. Donc j'ai choisi de ne pas forcément mettre le focus sur ça ce soir. Un cinquième que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui pour moi est la solution du compost en hiver parce que vous allez le voir, en hiver, la matière se décompose pas très bien, donc tout le processus est lent. Mais pour autant, on a beaucoup de déchets à la cuisine, hein, comme d'habitude. Il y a une solution qui est extraordinaire que moi j'utilise depuis des années tous les hivers. Donc une partie des déchets vont aux poules, mais une autre partie va au compost bokashi. Compost bokashi, c'est un compost japonais, hein. En fait, il n'a de nom que de compost que il n'a de compost que le nom, pardon, parce qu'en fait, c'est plus une action de fermentation. En gros, le bokashi, c'est une espèce de choucroute de déchets. Pour ceux qui connaissent la lactofermentation, l'opération de lactofermentation pour faire la choucroute, c'est vraiment le même processus. Donc, c'est une fermentation anaérobie, donc sans oxygène, hein. Et ce sont les micro-organismes efficaces, donc les micro-organismes qui sont présents soit dans les aliments que vous mettez dans le seau de bokashi qu'on voit là à l'image, soit dans cette solution de son inoculé qu'on voit aussi dans le petit plastique, qui vont faire que la fermentation va intervenir. Donc ça chauffe pas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de dégagement de gaz de quelconque. Mais pour autant, la matière que vous allez mettre dans le seau, à terme, elle va se dégrader, en fait, elle va fermenter. Entre le moment où vous mettez la matière dans le seau et le moment où vous rouvrez le seau à la fin du processus, vous pouvez tout à fait reconnaître la pelure de banane, la coquille d'œuf. Vos aliments, ils sont presque inchangés, mais ils sont fermentés. Et ça, c'est vraiment un must en ce sens que vous opérez vraiment une agradation de la matière. C'est pas une décomposition, c'est une agradation. Et à l'issue du processus de fermentation, eh bien, toute cette matière-là, vous pouvez l'intégrer dans le sol. Il vaut mieux d'ailleurs l'intégrer sous le sol, hein, parce qu'on garde ce processus anaérobie. Et au bout d'un mois, vous revenez là où vous avez fait votre premier trou, vous avez enseveli la matière, vous ouvrez, tout est décomposé et vous avez ramené de la vie dans votre sol. Alors le compost chaud, c'est ce processus-là que j'ai envie de vous décrire ce soir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, soyons très clairs. Si on veut faire du compost chaud, la difficulté majeure, c'est de collecter la matière. Parce que qui dit compost chaud, dit création, j'allais dire presque en une seule fois. Et c'est toute la délicatesse. Alors on peut se faire des tas de matière d'un côté d'un autre, et puis le jour où on est prêt, tout assembler. C'est possible. Mais ça demande un petit peu de logistique et on va voir après comment on peut s'organiser. Donc le compost chaud, c'est une strate de choses vertes, donc azotées, donc les tontes, les résidus de cuisine, c'est ça. Tout ce qui va contenir beaucoup d'azote et d'eau. Tout ça, ça compte pour la strate verte. Et puis une strate carbonée, donc marron, de la paille, des cartons. Attention, hein, si vraiment il n'y a pas de colle, il n'y a pas d'inscription, nous en agriculture biologique, on a interdiction absolue d'utiliser les cartons, hein, quels qu'ils soient, à cause des colles notamment. Il y a une directive européenne qui nous interdit ça. Donc les cartons, attention à ça. Bref, donc carbone, tout ce qui est marron, donc les feuilles mortes, le broyat, le BRF pour ceux qui connaissent, comment ça s'appelle, la sûre, à condition que ce soit de la sûre de bois non traité, etc., etc. Et en fait, ce compost qui chauffe, c'est une espèce de lasagne. Et on monte les strates les unes après les autres. Vert, marron, vert, marron, vert, marron. Et ce qu'on veut, c'est obtenir un tas, une pile, une belle pile, d'1 m³ minimum. 1 m³, c'est 1 m sur 1 m. Et on monte d'1 m minimum aussi. Si on a plus de matière, on fait ce qu'on veut, hein. Pourquoi cette histoire de 1 m³? C'est parce que la chauffe qui va opérer à cœur, elle ne sera pas opérationnelle si vous n'avez pas suffisamment de matière. Donc il faut vraiment cette histoire de 1 m³ ou plus si vous avez de la matière. Là, c'est vraiment l'idéal. Alors, le rapport C sur N, carbone sur azote, mes fameuses matières brunes et matières vertes. Dans l'idéal de l'idéal, on met une strate de matière verte, avec ma fameuse lasagne, vous vous souvenez, pour 2 strates de matière carbonée. Donc, une de verte pour 2 de matière carbonée.
Mais en réalité, c'est assez difficile à dire. Parce que si votre matière verte, elle a en elle beaucoup d'eau, elle est très aqueuse, il va falloir mettre plus de matière carbonée. Donc, vous voyez, vous allez jauger avec l'expérience ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et vous allez tout de suite le savoir. Si vous avez mis trop de matière carbonée, donc ça veut dire qu'il y a, pardon, trop de matière azotée, trop de matière verte, vous savez, beaucoup de tontes de pelouse ou beaucoup de déchets de cuisine, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir trop d'eau dans votre compost. Donc, de une, la chauffe ne va pas démarrer. De deux, très vite, vous allez voir des petits moucherons, des petites bestioles volter. Et si, quand vous voyez les petits moucherons, c'est un premier indice, vous allez mettre un bon petit coup de fourche à cœur, qu'est-ce qui va se dégager? Une odeur absolument pestilentielle de pourriture, mais vraiment de pourriture très très forte. Et là, le process n'a pas marché parce que vous n'avez pas su équilibrer. Donc prenez comme théorie ce rapport de 2 sur 1, 2 strates de matière brune pour une strate de matière verte. Mais si votre matière verte, elle contient beaucoup d'eau, pardon, ajoutez la matière carbonée et vous vous en sortirez mieux comme ça. L'humidité, on arrose pendant tout le processus, hein. Encore une fois, on monte nos strates de lasagne et idéalement, on arrose. Il faut faire ce compost-là à même le sol. En tout cas, c'est ce qui est mieux. Parce que non seulement votre tas de compost, il va se coloniser des bactéries qui sont déjà présentes dans le sol, et si vous mettez trop d'eau, eh bien l'eau, elle va être absorbée par ce fameux sol. Donc vous n'avez pas de risque de putréfaction avec trop de liquide qui est retenu à la base du compost. Donc c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Et puis ce fameux tas de cette strate, cette lasagne de matière brune, matière verte, eh bien on essaye de l'oxygéner au maximum. On n'est pas dans un contexte complètement anaérobie, hein. Les matières qui sont à cœur du compost, elles vont effectivement être un peu en déprivation d'oxygène, mais les bactéries qui sont là-dedans, elles sont aérobie, anaérobie, elles peuvent tolérer les deux. Donc il faut quand même qu'il y ait de l'oxygénation. Donc, pour oxygéner, il y a un truc qui est tout simple à la composition. Donc, vous faites strate verte, brune, verte, etc. Mais au beau milieu de votre tas de 1 m3, imaginez une belle pile, hein, un beau quartier là, eh bien, vous mettez une espèce de potence, tout simplement un grand bâton que vous mettez au milieu. Alors, ça complexifie un petit peu la montée du tas, mais c'est tout à fait faisable. Et ce bâton, bah, vous en servez un peu comme une cheminée, en fait. Donc, ça vous permet de garder un trou tout au long du cœur de votre tas de compost. Et puis, vous pouvez le tourner un petit peu, l'enlever parfois, comme ça, l'eau et l'oxygène vont venir visiter les bactéries qui sont au cœur du tas. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez monté votre tas, vert, brun, vert, brun, vert, brun? Vous faites ça en une seule fois, on est bien d'accord, hein. 1 m3, il faut y aller, hein, il faut de la matière et il faut des bras. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite quand il est monté, s'il est bien monté, s'il y a suffisamment d'humidité, s'il y a suffisamment d'azote, parce que souvenez-vous, hein, les bactéries, elles sont actives quand il y a de l'humidité, quand elles sont à l'abri des UV et quand elles ont à manger, c'est-à-dire de l'azote. Et vous vous souvenez, hein, le tas de compost, il ne chauffe que parce que ce sont les micro-organismes aérobies qui œuvrent, hein, et les bactéries. Donc, une fois que j'ai monté mon tas, normalement, dans les 24 heures, vous commencez à avoir une chauffe. Pour vérifier, si vous le pouvez, vous achetez en jardinerie, voyez le petit thermomètre que vous apercevez là sur la photo. Là, j'ai un peu triché parce qu'en réalité, ce thermomètre-là, il est planté sur une couche chaude. Une couche chaude, c'est comme un compost, mais sauf que c'est que du fumier. Il n'y a pas d'autre type de déchets. Et ce thermomètre-là, il a une très, 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 très longue tige et vous pouvez donc le piquer au cœur de votre tas de compost et vous allez voir tout de suite l'aiguille qui monte. Et si mon aiguille, elle monte au bout de 24 heures déjà à 30, 40 degrés, ça veut dire que vous avez bien réussi votre coup, ça veut dire que la chauffe va continuer à monter. La chauffe, elle va monter jusqu'à 55, 65, parfois 70. 70, c'est déjà un petit peu fort. À 80, c'est beaucoup trop fort. 80 degrés, ça peut arriver, hein. On n'est pas loin de la combustion. Ça veut dire que j'ai mis trop d'azote. Quelque chose qui va vraiment vous faire démarrer un tas de compost si vous voyez qu'il est un petit peu plan-plan, alors que vous avez tout bien fait, hein, vous avez bien équilibré, vous avez bien humidifié.
Un starter qui est à toute épreuve et dont je suis assez fan et qui est aussi un déchet qu'il nous faut absolument recycler parce qu'il est précieux, c'est l'urine, tout simplement. Donc vous invitez tout le voisinage, les amis, à venir faire pipi sur le tas de compost. Alors vous essayez de faire en sorte que ce soit discret, hein, vous faites comme vous le pouvez, mais il n'y a pas mieux que l'urine. Alors sauf pour les gens qui prennent des médicaments à base d'hormones ou des molécules qui ne se dissoudraient pas avec la chauffe. Mais sinon, il n'y a pas mieux que ça pour faire démarrer un très bon compost. Donc voilà, je résume un petit peu les étapes du processus. 1. La création, 1 m3 minimum. La montée en température, entre 2 et 10 jours. Une fois que cette montée en température s'est faite, cette première montée en température s'est faite, elle va commencer à baisser un petit peu. Donc, imaginons, on a été très fort, on est à 65 degrés. Vous allez voir, petit à petit, ça baisse tranquillement, de jour en jour. Vous allez arriver au bout du... Donc, on a les 10 premiers jours de montée de chauffe, puis les 10 autres jours de descente de chauffe. On va peut-être arriver vers les 30. Ne laissez pas baisser trop, parce que ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va retourner complètement le tas, le mettre à côté. Toutes les matières qui étaient à cœur, elles ont déjà bien commencé à se décomposer avec la chauffe, donc on va les mettre autour du deuxième tas. Et les matières qui étaient à l'extérieur du premier tas, elles vont arriver au cœur du deuxième tas, parce que c'est là que ça va chauffer. Et on recompose le deuxième tas juste à côté du premier, comme ça. Donc toute la matière du premier est utilisée pour faire mon deuxième tas, qui est mon tas de retournement. Pourquoi je le fais à ce moment-là? Parce que je veux encore bénéficier de cette chauffe pour la relancer un petit peu. Alors, la deuxième chauffe, lors du retournement, elle va pas monter aussi haut que 65 degrés, hein. De façon raisonnable, si vous allez à 40 sur cette deuxième, c'est bien. Mais pour autant, on peut encore avoir cette action de décomposition assez forte générée par l'action des micro-organismes qui vont donc chauffer. Et donc, même chose que pour le premier tas, ce deuxième, on va le laisser vivre sa vie, ça va chauffer quelques jours, beaucoup moins fort, je vous l'ai dit, sans doute moins longtemps aussi. Et au bout d'un moment, quand avec mon thermomètre, je peux constater que je suis plus qu'à 20 degrés, eh bien, je retourne une dernière fois. Donc au final, j'ai 3 tas. Donc vous voyez, il faut pas mal de place. Il faut 3 fois 1 mètre, en fait. Et puis en réalité, il faut un peu plus parce qu'il faut de la place pour circuler, œuvrer, etc., etc. Donc on peut dire qu'une fois qu'on a fait ce processus de 2 retournements, donc on a eu 3 tas, la totalité du processus, en fonction de la saison à laquelle vous l'avez commencé, elle peut prendre entre 3 mois jusqu'à 6 mois. 1 mois si vous êtes vraiment très fort, que vous le commencez en été, que vous mettez de l'urine et que votre tas est super bien équilibré parce que vous êtes devenu un pro du compost, c'est tout à fait faisable. Mais sinon, on va dire de façon raisonnable entre 3 et 6 mois et un peu plus si vous le démarrez en hiver parce qu'en hiver, il faut vous dire que tout le monde stagne, hein, il ne se passe rien. Comment on sait qu'un compost est prêt? Bon, déjà, visuellement, on ne voit plus aucun résidu, ni de paille, ni de déchets verts, ni quoi que ce soit. C'est vraiment de la terre noire. Et puis, on a une bonne odeur d'humus, hein, une odeur de sous-bois. Ça, c'est vraiment les signes qui... Bon, voilà, sur la photo là, que je suis en train de vous montrer. Là, il n'est pas tout à fait prêt. On voit dans la brouette qu'il y a encore des petits résidus de branchettes. Les branchettes sont là pour aérer un petit peu, mais elles sont un petit peu casse-bonbons quand on fait les opérations de retournement. Donc, à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas au fond du tas. Donc, ce compost-là, soit vous le criblez. Moi, je prenais des espèces de grands paniers en acier inoxydable, là, ajourés, et puis je passais ça dedans, comme ça, les gros morceaux de branches et tout ça restaient dans le panier, je les remettais dans le tas pour que ça continue de se décomposer. Soit l'endroit où vous voulez apposer votre compost, c'est pas très grave s'il y a des morceaux de bois. Typiquement, au pied d'un arbre, c'est absolument pas grave, donc vous pouvez déposer un compost comme celui-là. Donc, vous avez compris à peu près le processus. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez des questions techniques, vous les poserez tout à l'heure, hein. Mais il y a quelques pièges quand même, hein. Je vous l'ai dit, les pièges les plus classiques, c'est vraiment de ne pas savoir équilibrer, de mettre vraiment trop d'azote, trop de verre, et ça commence à sentir mauvais. La chauffe ne démarre pas. En même temps, si c'est trop sec, si vous n'avez pas mis assez de verdure ou que vous n'avez pas arrosé à la création, votre matière carbonée, elle est en prédominance et puis elle reste sèche. Pareil, il ne se passera rien, ça ne décomposera pas, ça ne chauffera pas en tout cas. Le compost trop tassé, manque d'aération, ben, ce qui dit tassement dit anaérobiose, manque d'oxygène. Et en anaérobie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un développement de bactéries anaérobies justement, mais plutôt pathogènes.
donc qui vont pas sentir très bon et qui vont pas opérer cette action de décomposition telle qu'on l'attend. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost? Et c'est là que peuvent être parfois les erreurs. On entend souvent, alors attention, dans un compost, il faut pas mettre de pelure d'oignon, il faut pas mettre de, je sais plus quoi, ah oui, de matière animale, de choses comme ça. En réalité, on peut tout mettre. Ah oui, de citron et d'agrumes, etc. En réalité, on peut tout mettre. Imaginez que sur un tas d'1 mètre cube, si vous mettez une bonne brassée de pelure d'oignon, c'est absolument pas un problème. Les bactéries vous en voudront pas, les vers de terre non plus. C'est pas un souci. Effectivement, si vous avez un tout petit compost comme ça qui ne chauffe pas, il va stagner parce que les vers de terre n'aiment pas du tout ni les agrumes ni les pelures d'oignon. Donc tout est relatif. À vous de bien comprendre les processus et de savoir si vous pouvez mettre ça équilibré ou pas. Les matières animales, c'est souvent une question qui revient. Théoriquement, on peut tout mettre dans un compost, y compris la matière animale. Le seul problème, surtout en contexte urbain ou périurbain et dans des composts collectifs pour des communautés ou autres, c'est que si on met de la matière animale, bien évidemment, on va attirer beaucoup d'autres animaux. Donc que ce soit les chats du quartier, que ce soit les rongeurs, et c'est souvent eux qui sont attirés les premiers, ça va poser problème. Donc à vous de voir. Par contre, dans le compost bokashi, ce fameux compost japonais fermenté dont je vous parlais en intro, ça, vous pouvez absolument tout mettre. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce compost, c'est que non seulement je peux le faire tout l'hiver, mais que je peux mettre absolument tout. Tout ce qui ne va pas aux chiens, aux chats, aux poules, aux cochons, va dans ce compost-là. Une autre erreur qui est souvent faite, alors bien évidemment, j'ai vu votre niveau, on va pas vous parler de produits chimiques, de mégots de cigarettes, bien sûr, tout ça, c'est out. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Gardez juste cet adage-là et vous comprendrez tout à fait ce que vous pouvez mettre dans un compost, hein. N'hésitez pas à mettre vos cheveux quand vous vous coupez les cheveux, vos ongles. Tout ça, c'est de l'azote, à condition que vous n'utilisiez pas de teinture chimique, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est absolument parfait. Il n'y a pas, malheureusement, j'allais dire, de meilleure source d'azote que tout ce qui vient d'un corps vivant. Et la meilleure source d'azote, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un japonais qui était venu me rendre visite, qui faisait justement du bokashi de façon industrielle. Il disait, bah, c'est simple, hein, c'est le sang, hein. Le sang animal, le sang humain, ça c'est la meilleure source d'azote. Donc je ne vous dis pas d'aller mettre votre sang dans le compost, mais vous comprenez pourquoi ancestralement, à chaque fois qu'un animal était abattu pour pouvoir le manger, ben, tous ces éléments-là, s'ils ne se retrouvaient pas en boudin ou autre réjouissance, ben, ils se retrouvaient dans le compost. Alors, je vous l'ai dit, la petite difficulté de la création d'un compost qui chauffe, c'est la logistique. Donc, il faut bien vous préparer pour pouvoir le faire. Je sais qu'en collectif et en communauté, c'est pas facile. Il faut vraiment qu'il y ait une personne qui lead, qui explique comment faire. Vous pouvez tout à fait, de façon ponctuelle, stocker vos éléments dans des bacs. Par exemple, vos déchets de cuisine qui sont un petit peu équilibrés dans un compost qui stagne pendant 3 mois même, hein, c'est pas un problème. Vous mettez un peu de matière carbonée, vos déchets de cuisine, un peu de matière carbonée, et le jour où vous êtes prêt, eh ben, vous reprenez toute cette matière et vous en refaites un compost qui chauffe. Alors, ce truc-là, est-ce qu'il sera carboné ou azoté? Ben, j'allais vous dire, ma réponse préférée en tant que digne normande, c'est ça dépend. Ça dépend de comment c'est devenu. Est-ce que c'est resté très azoté? Est-ce que c'est un peu carboné, etc. Donc ça, c'est à vous d'avoir l'œil. Est-ce que vous le considérez comme une strate azotée ou une strate carbonée? Ou est-ce que c'est un petit peu des deux? Et puis vous équilibrez en fonction de ça. Donc là, clairement, pour ce compost qui chauffe, la grosse difficulté, c'est la logistique. Comment récolter suffisamment de matière et comment la stocker le temps d'être prêt à faire un tas. Moi, sur une ferme, bien sûr, je ne me pose pas la question. Le jour où j'ai décidé de faire mon compost, c'est que je sais que j'ai plein d'éléments à disposition. Je vais les chercher, je monte ma pile de 1 mètre cube et c'est parti, hein, bien évidemment. Alors ça, moi, je vous ai parlé de l'exemple sur ma ferme, mais pour les collectivités, pour les communautés de façon globale, il y a plein d'initiatives qui sont hyper intéressantes. Moi, je suis allée à Montpellier récemment, il y a des super initiatives dans des quartiers, hein, vous avez un quartier et puis les gens viennent apporter leurs différents éléments et vous avez tout un tas de bacs, comme on les voit à l'image, là, en fonction du degré de maturité. Donc les gens viennent verser leurs déchets, mais sont des salariés de la ville qui viennent opérer comment dire, la réalisation du compost. Des maîtres composteurs, entre guillemets, qui sont embauchés par la ville, qui viennent faire cette étape un petit peu délicate. Et à la fin du processus de maturation, eh bien, il est proposé à tout à chacun de venir récupérer un petit peu de compost pour l'utiliser dans son jardin.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur le compost. Il y a des technologies très modernes. Ça, j'ai vu une composteuse électromécanique comme ça dans un restaurant gastronomique en Ardèche. C'était pas celle-là, c'était un modèle coréen qui marchait super bien. Donc vous avez la première petite trappe au-dessus de l'endroit où il y a un panneau interdit de mettre la main, là, une trappe avec une petite poignée rouge. Vous mettez tous les déchets là-dedans. Et vous ressortez du compost de l'autre côté parce qu'en fait, il y a la machine génère un processus de chauffe, déjà de broyage, pardon, puis de chauffe et de brassage systématique du compost. Et vous ressortez avec du compost. Ces machines-là sont très onéreuses. C'est au moins 15 000 euros la machine. Et le problème, c'est que c'est fait pour des endroits où vous avez un gisement régulier en fait de matière. Là, c'était un restaurant gastronomique qui se basait beaucoup sur les légumes. Donc tous les jours, ils avaient de la matière à mettre dans la machine. Donc c'est des contextes, sont des contextes un petit peu délicats, mais sinon ça peut être hyper intéressant pour des grosses structures type restaurant ou restauration collective, des choses comme ça. Alors, une fois qu'on a fait un bon compost qui chauffe, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de graines d'adventice, il n'y a pas de bactéries pathogènes, que c'est vraiment de la bombe pour nos sols et pour nos petits légumes, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on l'intègre. On l'intègre à notre sol. En fonction du moment où il est prêt, il va pas avoir la même vocation, mais on peut se dire que globalement, on essaye de l'incorporer avant les plantations. De façon superficielle, quand on prépare le terrain au printemps, ça c'est absolument idéal. Mais au printemps, ça veut dire que le compost a été fait peut-être avant l'hiver. Donc il faut bien l'avoir couvert tout l'hiver pour pas qu'il soit abîmé par la pluie, le vent, etc. Et puis là, vous avez des ratios qui sont communément acceptés, on va dire, mais qui, attention, ne sont pas vraiment une recette à suivre. Mais vous pouvez vous baser là-dessus, puis vous verrez après comment votre sol réagit. Mais en gros, si vous mettez 2-3 litres par mètre carré par an dans votre jardin, 2-3 litres, ça va être un bon fond pardon, de seau de 11 litres. Vous voyez, c'est un bon tiers d'un seau comme ça par mètre carré. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que pour vraiment bien produire, dans l'idéal, il faut faire pas mal de compost. Alors souvenez-vous, hein, vous avez le compostage en place, hein, qui n'aura pas exactement la même efficacité, mais qui est quand même quelque chose qu'il faut considérer si vous n'avez pas la possibilité de faire ce fameux compost qui chauffe. Voilà, j'ai essayé de faire ça au pas de course parce que le temps nous est compté, mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les échanges tout à l'heure. Je serai ravie de répondre. Merci, Perrine, tu as tenu le temps. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est J'ai un des spectacle. questions que je te poserai tout à l'heure, si je peux. Mhm. Voilà, n'hésitez pas à garder vos questions pour tout à l'heure, hein. Donc, moi, je vais vous partager le... Je vais retrouver comment on partage. Oui, je retrouve. Maintenant, les réponses du quiz. Maintenant qu'on t'a écouté, voilà, rapidement, avant d'écouter Aurélie qui va nous parler du compost dans sa paroisse. Quelle métaphore du travail de Dieu dans votre vie le compost peut-il illustrer? Donc, j'ai surligné toutes les réponses qui pouvaient être bonnes. Voilà, ça peut vraiment nous parler de la résurrection à travers ces végétaux qui vont redonner la vie derrière à d'autres végétaux, les récoltes, tout ce qui est l'abondance, les cycles de vie. Ensuite, ah, pourquoi mon diaporama ne fonctionne pas? Voilà. Quelle est la surface minimum de terre nécessaire pour installer un compost? La réponse majoritaire était 2 mètres carrés, mais sachez qu'on peut aussi faire du compost sur du bitume. Alors, c'est vraiment pas l'idéal, mais si on injecte les bonnes bactéries, des vers de pêche qu'on peut même trouver chez Decathlon, on peut composter voilà, sur le bitume, c'est tout à fait possible. Un compost, c'est une fermentation aérobie. Il est possible d'y introduire. Donc tout ce qui est d'origine végétale, comme disait Perrine, les restes de repas, je les ai pas mis parce qu'on les recuisine, on les mange, n'est-ce pas? Et puis tout ce qui est cuit se décompose moins bien. Tu me diras si j'ai tort, mais c'est ce que j'ai compris. Les Oui, sacs, oui et non, mais on peut dire ça. Par contre, toilettes sèches, j'en profite juste pour faire une petite incise. Attention aux toilettes sèches. Aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit, nous, en tant qu'agriculteurs, hein, de mettre du résidu de toilettes sèches directement dans le compost pour aller dans les cultures.
on le met dans les haies, voilà, un petit peu à l'écart parce qu'on n'a pas encore de retour. Et si le compost de toilette sèche, c'est pareil, hein, il demande un petit peu de manutention. S'il n'a pas été bien fait, potentiellement, il y a des bactéries pathogènes dedans. Donc, maniez les résidus de toilette sèche avec parcimonie si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas encore familier avec le processus de compostage. À chaud donc. Les sacs compostables, à chaque fois c'est marqué si, si, c'est compostable dessus, mais non, non, ça ne se décompose pas bien parce qu'il y a toujours des microplastiques dedans. Donc surtout ne les mettez pas. Et puis personne n'avait mis les mégots de cigarettes, c'était parfait. L'équilibre nécessaire au compost, c'est effectivement le carbone et l'azote, on en a déjà beaucoup parlé. Qui peut habiter dans un composteur individuel? En fait, toutes ces petites bestioles peuvent habiter. Voilà, c'est un vrai biotope, un compost. Combien de temps faut-il attendre pour que le compost soit mûr? Donc on disait à peu près 6 mois. Et le compost de mûr, donc c'est de l'amendement, quelque chose qui va vraiment nourrir notre sol, qui va lui donner une bonne texture et qui va permettre aux plantes de trouver tout ce dont elles ont besoin, contrairement aux engrais qui nourrissent la plante mais pas le sol. Voilà, je vais maintenant laisser Aurélie. Donc, elle fait partie de la paroisse Saint-Jean-Bosco à Paris. Elle a fait du compost dans l'école d'un de ses enfants et elle est référente au niveau de sa paroisse qui est labellisée Église verte. Et puis, elle va nous parler de voilà, comment ça se passe chez eux et quelle dynamique aussi ça donne en paroisse, en communauté chrétienne de composter ensemble. Voilà. Vous voyez bien Merci. l'écran, c'est bon? Oui, merci. Nickel. Alors, bienvenue à tous. Effectivement, nous, on est une paroisse dans le 20e arrondissement à Paris. On a une approche peut-être un tout petit peu différente de ce qu'a présenté Perrine. Donc, pour pas vous perdre complètement, je crois que l'hypothèse de départ, c'est surtout de dire que le compost, il correspond aussi aux besoins que vous en avez. Nous, on n'a pas. Perrine fait un compost dans un milieu agricole pour en avoir beaucoup vite, avec une disponibilité de déchets verts ou azotés qui sont très importants. Nous, c'était pas notre cas. Et l'approche qu'on a eue, elle était radicalement différente. Donc, pour dire, enfin, j'espère qu'à la fin de la formation, on ne vous aura pas perdu. L'idée, c'est juste de dire en fonction du groupe que vous constituez, en fonction des déchets que vous avez à disposition, en fonction de votre projet et de ce que vous avez l'intention d'en faire, les approches peuvent être un peu différentes. Et donc, je ne sais pas dire si je suis sur un compost classique ou sur un compost chaud, peut-être pas complètement dans un compost chaud, donc peut-être plus dans l'approche compost classique. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer rapidement comment nous, on a procédé. Donc la genèse du projet, d'abord, effectivement, nous on est une paroisse avec un groupe qui a été créé en 2019-2020, qu'on a appelé un groupe Laudate aussi. Donc pour ceux qui connaissent l'encyclique du pape de 2015, quand on est dans le projet Église verte, en général on en a entendu parler, mais voilà, l'idée c'est de dire, voilà, on va mettre en place un groupe qui réfléchit aux enjeux écologiques. Et donc, en fait, le compost, pour nous, ça a plus finalement été un moyen d'incarner concrètement notre projet que, enfin voilà, une idée de produire du compost de façon industrielle. Donc, comment on a procédé à notre petite échelle de paroisse? En fait, on a profité pour le coup, et ça peut être un moyen quand c'est proposé, de ce que proposait la ville de Paris. Et donc, en fait, les premiers moyens qu'on a récupérés, les bacs, les bioseaux, ça a été ceux qui étaient proposés par la ville, qui mettaient en place des composts collectifs à la demande. Et donc, on a fait une demande auprès de la ville de Paris qui nous a fourni les premiers bacs en bois que vous voyez sur les photos que j'ai mis sur le PowerPoint, et qui nous a permis d'être accompagnés d'un maître composteur. Donc, j'avais déjà développé le même projet dans l'école de mes enfants, où pareil, on s'était appuyé sur la ville de Paris pour récupérer les bacs, et on avait été accompagné au début d'un maître composteur. L'avantage d'avoir un maître composteur, il vient en général vous aider au premier, il vient faire le bilan au bout de 6 mois, un an pour voir si c'est pas la cata, il vous donne les conseils un peu de départ. Ça vous permet effectivement de trouver un peu le juste équilibre, comme le présentait Perrine, entre la matière sèche, la matière plus grasse, entre guillemets, et d'avancer, enfin voilà, entre les végétaux, l'apport qu'on peut faire de broyat et de matière végétale, et de trouver le juste équilibre.
Mais quand on lit après des choses sur Internet ou quand on a des conseils de départ, on peut s'en débrouiller aussi. Voilà. Donc, on réfléchit à ce projet 2019-2020 et et novembre 2020, on met en place notre compost. Donc, ça fait maintenant 5 ans qu'on gère notre compost au niveau de la paroisse. Et c'est pour ça qu'il y avait des gens avec des masques sur la photo parce qu'on était à l'époque du Covid, à l'époque où on a mis ça en place. Dans notre organisation à nous, à l'échelle de la paroisse, donc on a 4 bacs. Un bac qu'on appelle le bac d'apport, un pour le broyat, c'est-à-dire les résidus de végétaux qu'on peut, notamment de branches qu'on peut broyer. Et au départ, on n'avait qu'un seul bac de maturation, mais ensuite on en a mis un deuxième en place parce qu'on avait suffisamment d'apport pour avoir besoin d'en mettre un deuxième. Puisque en fait, à un moment, quand votre bac d'apport est plein, vous le transvasez, en tout cas nous c'est notre technique et c'est comme ça qu'on travaille sur un compost plutôt classique, on le transvase dans le bac de maturation, c'est l'occasion de le remélanger à nouveau du coup on continue à avoir toujours le même bac d'apport. L'avantage d'avoir toujours le même bac d'apport, ça évite que vos paroissiens qui éventuellement viennent un jour où vous n'êtes pas là se plantent de bac et vous collent leurs déchets dans le mauvais bac, donc on a toujours le même bac d'appart. Toujours le même bac pour le broyat et puis 2 bacs de maturation dans lequel on transfère entre 2 et 4 fois par an notre compost qui est déjà bien, bien avancé. On a mis en place 2 permanences par semaine. On a essayé comment dire, de se fier à ce que c'était certains horaires phares de la paroisse. Donc, on a le mercredi à 18h, entre 18h et 18h30, qui est en fait l'heure à laquelle les jeunes viennent à l'aumônerie. Et certains parents chercher leurs enfants à une association d'éducation populaire qu'on héberge aussi dans notre paroisse. Et puis le dimanche avant la messe. Donc c'est moi qui fais la permanence compost le dimanche de 10h à 10h30 avant d'aller à la messe. Comme ça, pareil, il y a un certain nombre de paroissiens qui peuvent venir. J'y reviendrai. On n'a pas que des paroissiens, mais en tout cas, on a fixé nos horaires en fonction. Et on avait historiquement une permanence aussi le samedi, juste avant la messe du samedi soir. Mais celle-là, on l'a arrêtée parce qu'il y avait une personne qui avait arrêté le projet et on n'avait pas forcément. Alors, on a plus ou moins une autoproduction de broyat. C'est un des avantages, c'est qu'effectivement, comme vous le voyez sur la photo du milieu, on a pas mal de végétaux dans nos jardins, dans notre jardin. Ça nous permet de temps en temps de les tailler et quand on les taille, on essaye ensuite de les broyer pour faire notre broyat. C'est un des avantages. Au départ, j'ai vu qu'il y avait dans la converse comment on trouve du broyat. C'est toujours le nerf de la guerre. Alors, je sais qu'au niveau de la ville de Paris, ils sont en train de réfléchir à mettre en place des espaces partagés de broyage justement pour faciliter la gestion de la matière. Au début, ils en livraient à la demande. Mais voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, effectivement, c'est d'avoir quand même pas seulement des déchets alimentaires, mais une capacité à l'équilibrer avec suffisamment de broyat, parce que sinon, très rapidement, comme l'a expliqué Perrine, votre compost il risque de pas être équilibré et donc de sentir pas bon et de pas évoluer correctement. Et puis nous, on utilise du coup le compost pour le jardin. Alors, on a un jardin qui a été créé artificiellement il y a longtemps. Donc la qualité de la terre est pas bonne en réalité. Il a été créé dans les années 90. À la base, il y avait des bâtiments en fait sur la place du jardin, donc c'est pas une bonne qualité de terre. Les premières années, quand on a essayé de planter des choses, il poussait pas grand-chose et on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Et donc, du coup, je vais revenir en arrière, j'ai été trop vite. On a fait aussi des bacs hors sol, en fait. Donc, ça peut être un moyen, si par exemple, vous êtes sur un espace ou une paroisse qui n'a pas du tout de jardin, ça vous posera peut-être un souci pour récupérer du broyat, mais ça ne vous empêche pas, éventuellement, par exemple, de construire des bacs hors sol et d'être capable d'utiliser ensuite votre compost à votre profit pour quelques bacs hors sol des décorations autour de la paroisse. Et en fonction de la taille de votre projet, de toute façon, vous n'allez pas, enfin, moi, je n'en suis pas à l'échelle industrielle comme Perrine, donc on ne va pas produire non plus une quantité monstrueuse. Et quand vous plantez rien que dans un bac comme celui qui est en bas, quelques légumes ou quelques fleurs, vos plantes, elles consomment très vite de la terre et donc chaque année, en fait, vous réalimentez vos bacs avec du compost mûr nouvellement produit et finalement,
enfin, en tout cas, nous, ça nous suffit largement et on met finalement presque quasiment l'intégralité de notre compost plus dans les bacs que dans le jardin en tant que tel. S'il fallait vraiment qu'on amende l'intégralité de la terre du jardin, il faudrait qu'on ait une production beaucoup plus importante que ce qu'on a. Voilà. Donc on a démarré au départ, on avait peut-être alors au début il y avait un enthousiasme assez fort, il y avait peut-être 20-25 personnes qui étaient prêtes à venir au compost. Aujourd'hui on a une dizaine de personnes qui continuent à venir régulièrement, 10-15, et ça nous suffit largement par rapport à notre projet. Alors, on m'avait demandé de parler des avantages et des points d'attention. Les points d'attention vont être relativement similaires à ceux qui ont été présentés par Perrine. Nous, le gros avantage, je l'ai dit, c'était une façon concrète et collective d'incarner le projet Église verte. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est une action concrète. On se dit en tant que paroisse qu'on veut se mobiliser autour des enjeux écologiques. Et donc, bah, un des premiers points, c'est de proposer une réflexion sur la façon dont on gère et dont on trie nos déchets et se dire, bah voilà, on va lancer un compost collectif et ça sera un projet partagé qu'on mettra en œuvre sur l'enceinte qui est la nôtre. La deuxième chose, c'est que bah, du coup, ça crée un espace de biodiversité. Comme vous l'avez vu, il y a plein de petites bêtes qui se développent dans le compost. Et donc, comme effectivement, nous, il est sur un sol sablonneux qui est pas idéal, il n'est pas sur le goudron, mais on avait une terre un peu sablonneuse, bah, par capillarité, il va progressivement enfin, voilà, contaminer, mais de façon positive, l'espace qui est en dessous le compost. Et puis même en tant que tel, le compost, je me souviens qu'au début, moi j'ai aussi un lombricomposteur chez moi. Et donc j'ai ramené de façon désespérée quelques vers de terre pour essayer de développer, parce que j'avais l'impression que ce compost, il y avait zéro biodiversité. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon compost, bon, bah, voilà, il y a des vers de terre, il y a tout un tas de bêtes, enfin voilà, toutes celles qui ont été citées avant. Et donc quelque part, on a aussi permis de développer un espace de biodiversité, ce qui en ville est jamais complètement enfin, inutile. C'est une ressource utile pour le jardin, pour nous, puisque ça nous permet d'amender effectivement de terre de temps en temps. Alors nous, on a aussi des poules dans notre jardin. On a 3 poules. Et donc, du coup, forcément, chaque fois qu'on vient faire la permanence compost et qu'on ouvre le couvercle, elles sont ravies de venir passer 5 minutes à faire, voire plus, à faire une orgie dans le compost. Et surtout, c'est un lien avec le quartier. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait choisi de ne pas réserver seulement notre compost aux paroissiens, mais de l'ouvrir aussi à tout habitant du quartier qui était intéressé à venir composter chez nous. Et en fait, on fait du jardin un lieu seuil avec le quartier et dans lequel viennent des gens qui sont pas forcément du tout à fréquenter la messe ou la paroisse, et bah, avec lequel on échange et on a alors, je dis pas qu'on en fait non plus un espace d'évangélisation totale, mais on a aussi parfois, ça a été un moyen de gens qui venaient d'abord apporter leur compost et puis qu'après qui s'intéressaient au projet de l'église, s'intéressaient à ce qu'on faisait en matière d'église verte, se disaient, bah, cette paroisse, elle est plutôt dynamique et avancée sur des sujets qui aujourd'hui concernent la société et qui éventuellement vont après, à terme, peut-être fréquenter soit certains groupes de la paroisse, soit venir nous aider davantage au jardin, voire même finir par venir à la messe ou à des groupes de réflexion qu'on a aussi par ailleurs sur les enjeux écologiques, mais avec une dimension peut-être un peu plus biblique, quoi, voilà. Donc nous, c'était vraiment cette notion aussi de dire que le compost, c'était un lien avec le quartier dans une logique d'écologie intégrale enfin voilà, et de mise en œuvre de la philosophie qui était la nôtre. Alors, les réticences que ça peut susciter ou les éventuels points d'attention. Effectivement, il y a toujours ce mythe de se dire un compost, ça attire des rongeurs, un compost, ça dégage une mauvaise odeur. Tout ça, comme l'a dit Perrine, c'est juste une question d'entretien. En fait, votre compost, il faut le touiller régulièrement, le mélanger. Donc, nous, on le mélange au moins 2 fois par semaine quand on fait les permanences. Et les odeurs, c'est juste une question d'équilibre entre votre matière sèche et tout le reste des déchets que vous pouvez apporter. Et ça se trouve assez rapidement. Globalement, quand ils sont pas bons, ils sont pas bons en général, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment de matière sèche, donc il faut rajouter un peu de matière sèche. Puis quand il est complètement sec,
Bon, moi, il y a une semaine, j'avais ce cas-là parce que globalement, pendant l'été, on a quand même moins d'apports en plus avec la chaleur et on l'avait pas arrosé. Il est complètement sec. Bon, bah, vous voyez que si vous voulez relancer la vie dedans, il faut soit que vous mettiez un peu moins de broyat, que vous ayez tout à coup un peu plus d'apport, soit effectivement que vous l'arrosiez un tout petit peu. Nous, on va le faire effectivement qu'en plein été et c'est assez rare. Mais voilà, les rongeurs, j'ai eu dans les deux composts, donc je me suis occupée une fois à l'école et une fois à la paroisse à un moment des souris parce que la première fois c'était vacances de février, on part, il n'y a pas beaucoup d'apports, il fait pas très chaud, du coup le compost sent pas mauvais, donc on se dit bon, on a un peu la flemme une semaine de le touiller, on le touille pas, bah forcément des petites souris qui cherchent un endroit chaud pour se réfugier, le compost c'est le lieu parfait, mais en fait dès que vous recommencez à le touiller, les souris vous les dérangez, donc elles partent immédiatement et elles vont voir ailleurs. Donc en fait, la règle de base et d'or pour ne pas avoir de rongeurs, c'est un entretien 2 fois par semaine, idéalement au moment des permanences compost, pour éviter qu'effectivement il y ait des rongeurs. Donc il faut que la petite équipe qui se mette en place pour l'entretien du compost, bah, elle vienne régulièrement. Voilà. Le sujet, deuxièmement, je vous l'ai dit, c'est le broyat, où effectivement il faut avoir cette capacité, parce que si vous n'avez pas de broyat, vous aurez probablement plus d'apports de déchets apportés par les paroissiens ou par les gens qui utiliseront votre compost, que de capacité à l'équilibrer avec de la matière sèche. Et donc il faut avoir de la matière sèche, donc il faut trouver du broyat. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Et j'ai mis en troisième point d'attention la fragilité des structures, au sens, notamment quand les bacs, nous, les bacs qui nous avaient été fournis par la ville de Paris, bon, ils étaient quand même de qualité, mais au bout d'un moment, avec l'utilisation qu'on en fait au bout de 5 ans, ils finissent par s'abîmer un peu. Donc c'est pas mal d'avoir aussi en soutien du projet une ou deux personnes bricoleuses pour de temps en temps consolider les bacs parce que voilà, enfin, c'est du bois, ça vit, c'est au contact du compost, c'est un peu maltraité dans le projet et donc il faut être un peu bricoleur une fois de temps en temps aussi pour éventuellement le structurer. Mais voilà. Dans les avantages, j'aurais pu rajouter que c'est très pédagogique. C'est un vrai sujet de réflexion. D'abord, ça vous permet au début d'expliquer aux gens ce qui se compose, ce qui se compose pas, de se rendre compte qu'effectivement, on a pris l'exemple des sacs soi-disant compostables. Les gens au début mettent des sacs compostables et puis en fait se rendent compte ils se décomposent pas du tout et donc en fait c'est juste une forme de publicité mensongère. Donc c'est une façon très très facile de le faire. Puis nous on a beaucoup d'enfants dans la paroisse qui viennent au caté, on a une association d'éducation populaire, on a les jeunes de l'aumônerie. Donc pareil, c'est un vecteur de sensibilisation aux enjeux écologiques, de découverte de la biodiversité, et puis de réflexion autour de ces sujets-là. On voit régulièrement qu'on oublie d'enlever les étiquettes sur les bananes et que bah, les étiquettes sur les bananes, on les retrouve ensuite au moment où on veut utiliser la terre. Donc tout ça a une vertu pédagogique aussi importante. Donc voilà. Donc nous, notre compost, c'est vrai enfin, il a une utilité, mais il a aussi toute cette vertu un peu pédagogique, éducative qu'on met autour et qui permet d'avoir une réflexion collective. Et dernier point, je crois que j'avais encore, est-ce que j'avais mis une dernière slide, je ne me rappelle plus. Oui, non, pardon, c'est dans l'autre sens. Euh, voilà, et donc 5 ans après, où en est-on? Donc effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir des permanenciers pour l'entretenir régulièrement et d'arriver à faire perdurer le projet. Nous, on a donc 2 permanenciers qui font la permanence du mercredi, la permanence du dimanche, et après, on a un groupe WhatsApp dans lequel on a quelques autres bénévoles qui viennent nous filer un coup de main de temps en temps. Et donc, comme moi, je suis pas là un dimanche parce que je suis partie en week-end, ou quand je pars en vacances, bah, je mets un message en disant est-ce que quelqu'un peut faire la permanence compost? Au pire, s'il y a personne, on se contente juste d'ouvrir la porte du jardin. Et comme on a éduqué, entre guillemets, enfin, les personnes qui viennent apporter leur bioseau, elles sont au pire capables de le mettre tout seul le temps qu'on revienne. Voilà. On a une
dizaine, 10 à 15 contributeurs réguliers, donc c'est suffisant par rapport aux besoins qu'est le nôtre et à la capacité. Et encore une fois, on n'essaie pas de produire pour produire, c'est plus un projet collectif et pédagogique. Et je voulais dire un mot sur les points d'apport volontaires, parce que ça peut être une question. Quand nous, on a commencé le projet, il n'y avait pas de points d'apport volontaires dans les rues de la ville de Paris. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des poids d'apport volontaire biodéchets dans les rues, et notamment à la proximité immédiate de la paroisse. Donc effectivement, se poser la question pour les gens de bah, je choisis quelle option, quoi. Et donc il y a deux différences principales pour moi, et après c'est plus une question effectivement d'adhésion philosophique au projet. Dans les composteurs proposés par la ville de Paris, vous mettez effectivement tout type de déchets, y compris vos déchets alimentaires de fin de repas, votre plat de pâtes que vous n'avez pas fini ou votre viande que vous n'avez pas consommée. Effectivement, nous, on ne le met pas dans notre compost pour ne pas attirer les rongeurs, comme ça a été dit par Perrine. Donc voilà, donc on ne met pas de reste de pain, on ne met pas de reste de viande et on ne met pas de reste de plats préparés. On met uniquement des fruits et des légumes, enfin des épluchures de fruits et légumes, du marc de café, ce genre de choses. Donc il n'y a pas tout à fait le même besoin en la matière. Maintenant, peut-être que le gros avantage d'une autre, et c'est pour ça que malgré la mise en place des composteurs de la ville de Paris, certains continuent à venir apporter leur bioso chez nous, c'est que bah, la ville de Paris, c'est pour faire du biogaz, c'est pour, enfin voilà, c'est la production massive. Nous, c'est vraiment de la terre qui retourne à la terre, entre guillemets, c'est-à-dire que bah, c'est pour notre jardin, pour faire de l'amendement qui va aider ensuite le jardin à continuer à se développer, à faire des bacs supplémentaires. Donc c'est aussi un choix philosophique, entre guillemets, des paroissiens ou des habitants du quartier qui continuent à venir déposer leur compost chez nous. C'est que bah, voilà, c'est pas la même destination et c'est pas la même philosophie collective. Et donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, il y a pas enfin, les gens se sont pas tout à coup détournés de l'apport dans le compost chez nous pour aller les mettre dans les bacs de la ville de Paris, même si l'avantage des bacs de la ville de Paris, c'est que ils sont accessibles H24, ce qui n'est pas notre cas, mais il y a aussi un lien de sociabilité qui se fait via ce compost et les gens qui viennent chez nous bah, sont contents de discuter, de venir voir la même personne chaque semaine et de savoir que bah, le compost, il retourne dans le jardin qui est à côté de chez eux et qu'ils voient quand ils passent dans la rue et qu'ils ont envie qu'il soit beau et développé et pas forcément faire de la production enfin, voilà, massive de biodéchets. Voilà, j'en ai fini et donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos interrogations sur comment on mène un projet collectif de ce type. Donc, dans les premières questions, c'est que faire de la fiente de poule? Donc, je ne sais pas qui veut répondre là, Non, je Aurélie, crois que tout le monde Perrine. sera d'accord sur la fiente de poule, hein, c'est de la bombe. Donc, tout ce qui est déjection animale, on utilise à fond. Le fumier traditionnel, beau tas de fumier qu'on voit ou qu'on voyait dans les fermes, c'est vraiment un mélange de déjection animale, donc de l'azote, avec de la matière carbonée, de la paille souvent, enrichi d'urine. Et l'urine, c'est quoi? C'est à la fois de l'humidité et de l'azote. Donc, pour la vie microbienne, c'est le top. Donc la fiente de poule, en plus la fiente de poule, c'est un mélange fesses et urine. Il y a les deux en un. Donc c'est parfait. On a l'azote et on a le liquide. Donc, il n'y a pas risque de pathogènes comme les poules mangent Dès lors du qu'on fait fer un carbonique. compost qui chauffe, moi je suis toujours sur mon truc, hein, Ah on oui. fait chauffer le compost. C'est pas pour rien que dans les fermes, le tas de compost, on le voyait fumer. Le tas de fumier, pardon. On le voyait Mm. fumer, justement. Parce que cette chauffe, elle annihilait toute présence possible de pathogènes. Mhm. Et Aurélie, dans ton expérience à la paroisse, vous l'utilisez, vous le remettez au compost ou vous le laissez Nous, les dans le poules, jardin? enfin, voilà, elles vont directement dans le jardin et ça reste directement dans le jardin. D'accord. Vous n'allez Voilà, pas c'est du ramasser les compostage plantes. naturel. Non, mais il est Apport direct. naturellement utilisé dans le jardin parce que les poules se promènent partout. D'accord. On a également la question, bah, tu l'as abordée Aurélie, c'est comment trouver des matières carbonées en ville. Je ne Mm. sais pas si bah, vous avez votre apport sur place.
Euh, Alors effectivement, c'est pas évident parce que même enfin bon, les composteurs individuels qu'on peut acheter dans le commerce à des tarifs raisonnables ne compostent pas des grosses branches, hein, ça reste des petites branches. Donc quand on est en ville, la solution c'est soit on a quelques végétaux autour de soi. Alors après, on peut se mettre en cheville avec la municipalité et les personnes qui entretiennent les jardins. Historiquement, côté ville de Paris, on arrivait à le faire parfois de se mettre en cheville avec bon, maintenant, ils ont trop de compost collectif et trop de demandes, je pense, pour réussir à le faire. Quand on est sur des plus petites collectivités, c'est peut-être possible, quoi. Si vous êtes dans une petite commune, vous vous mettez en cheville avec enfin, le gars qui est en charge de l'entretien municipal et vous lui demandez si de temps en temps, il peut pas vous livrer un sac de broyat. Je pense que c'est faisable, quoi. Voilà, il faut trouver, soit on a son propre, enfin, quelques apports, enfin, quelques arbres qu'on taille de temps en temps et auquel cas on achète un petit broyeur brush individuel et on se fait son propre broyat, soit on se met en cheville éventuellement avec des personnes, soit entretien des espaces verts ou autres, qui peuvent vous en donner. Mais c'est clair que c'est une condition sine qua non. Si vous n'avez pas un apport en broyat suffisant, vous n'arriverez pas à équilibrer votre compost correctement. Alors, Je le peux peut-être. broyat en dehors des grandes villes, il vaut mieux demander parce que maintenant les collectivités se le gardent, hein, depuis qu'on a fait des formidables ronds-points ou qu'il y a cette mode des bâches. Ils gardent le broyat pour couvrir les bâches, en fait, pour que ça fasse pas trop moche. Donc, ils en donnent très peu. Par contre, allez voir des élagueurs, des gens qui font des entretiens de jardin, qui eux sont obligés de payer en déchetterie pour déposer leurs déchets et qui ont peut-être plus intérêt à venir décharger chez vous. Donc ça, il faut bien parler avec ces gens-là, leur expliquer que vous voulez faire un compost, que c'est du vivant, donc vous prenez pas de résidus de bord de route, pas de parcs dans lesquels on traite, etc., etc. Et il y a un dialogue. Souvent, les gens sont assez partants, hein, quand ils voient qu'il y a une dynamique, ça les intéresse pas mal. Mais il n'y a pas que le broyat, il y a aussi les feuilles mortes. Et ça, pour le coup, elles sont bien ramassées. Elles sont ramassées aux aspirateurs. Là, les aspirateurs ont tendance un peu à aspirer les plastiques, un peu de pierre, etc. Donc il faut regarder si c'est bien, si c'est correctement fait, mais les feuilles mortes, plus difficiles à manipuler, certes, mais sont des ressources hyper intéressantes. Après, à l'échelle d'un tout petit compost, vous pouvez aller avec parcimonie vers du sac craft sans inscription, sans encre, des boîtes d'œufs. Si c'est pareil, si l'origine est correcte, sans les étiquettes, hein, bien sûr, mais on a toujours des cols. On peut partir du principe que si on fait un compost qui chauffe, une partie de ces matières-là, quand même, sera plus active. Donc, ça devrait fonctionner. Après, pensez aussi que quand vous tondez l'herbe, plutôt que de faire un tas de tonte verte qui va chauffer, comme je vous disais à l'intérieur, pendant quelques jours, vous étalez un petit peu votre tonte d'herbe et de verte, elle deviendra marron, c'est-à-dire d'azote, elle deviendra carbone. Et c'est ça aussi qui potentiellement peut être votre source carbonée. Par contre, il faut, encore une fois, quasi une plateforme de stockage de ces matières pour le compost. Donc tout ça, en termes de logistique d'organisation, ça doit être pensé, mais c'est tout à fait envisageable d'être autonome à l'échelle d'un quartier ou d'un territoire comme celui-là. Et broyeur, oui, si vous avez vraiment beaucoup de végétaux, beaucoup de tailles de haies, etc., n'hésitez pas à investir, quitte à mutualiser le broyeur avec des voisins, d'autres communautés, des choses comme ça, parce que le broyat, vous faites un énorme tas de branches, et puis un beau jour, vous vous dites, allez, on s'y met à quelques-uns volontaires, là, on broie pendant une après-midi, c'est un petit peu sollicitant, ça casse les oreilles et puis on tremble, mais c'est fait, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin du broyat 365 jours sur 365, hein. Donc le broyeur, il peut être mutualisé entre différentes communautés. Merci pour ces réponses. Il y avait quand même quelques questions qui restaient sur les produits d'origine animale, notamment également sur les agrumes et les coquilles d'œufs. Sur les produits d'origine animale, c'est que dans le quiz, Marie-Lorraine, tu as indiqué qu'on ne pouvait pas en mettre, alors que Perrine, vous avez dit que vous pouviez en mettre. Et Aurélie, je crois que tu as dit que vous en mettiez pas, vous, pour éviter les rongeurs. Bah voilà, Euh, c'est tout ce qu'il faut voilà. comprendre. C'est ce Ouais. problème d'attirer les indésirables éventuels. Après, si vous n'avez pas peur, que vous avez plein de chats, il y a pas de souci. Mais ça va se décomposer. La question, c'est toutes ces matières-là se décomposent. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est qu'est-ce que ça va attirer comme nuisance?
Et comme je vous l'ai dit, alors les coquilles d'œufs, c'est pas du tout un problème. Donc ça, vous pouvez y aller avec joie. Vous vous les mettez, il n'y a pas de souci. Ce qui pose vraiment plus problème, c'est les déchets de viande. Le poisson attire un petit peu moins, mais quand même aussi, hein. Donc à vous de voir. Et après, il y a ce fameux compost bokashi où alors là, vous pouvez absolument tout mettre sans aucun problème. Et c'est ce que je disais, hein, moi, c'est la raison pour laquelle j'adore ce type de compostage parce que je peux l'utiliser toute l'année, mettre absolument tout ce que je veux dedans, hiver comme été, sans me poser de questions, quoi. Mais effectivement, c'est un vieux débat agrumes et pelure d'oignon en fonction. Enfin, au début, c'était plutôt déconseillé. Comme l'a dit Perrine dans sa présentation initiale, ça dépend de la taille de votre compost. En fait, oui, les vers de terre n'aiment pas les pelures d'oignon et les agrumes. Donc, si vous mettez plus que ça ou s'il y a que ça dans votre compost, ils vont pas se développer, ils vont fuir. Mais quand vous le mettez dans une masse plus large d'autres choses, ça pose pas de souci. Moi, j'ai aussi un lombricomposteur à la maison. Donc, effectivement, dans mon lombricomposteur, qui est une toute petite boîte, oui, là, je mets pas mes pelures d'oignon et mes agrumes. Par contre, je les mets dans le compost de la paroisse parce que l'espace est grand et qu'on n'a jamais une quantité industrielle d'agrumes ou de pelures d'oignon qui mettrait en péril la présence des vers de terre, quoi. Et après, il faut se remémorer que, encore une fois, c'est quelque chose de naturel, hein. Dès lors que c'est bio, que vous n'avez pas tout un tas de pesticides, de plastique autour, c'est bon. Il y avait une étude, enfin une expérience très intéressante qui a été menée dans le Nouveau-Mexique. Il y avait une usine de jus d'orange, je crois que c'est je sais pas, une marque très connue, Tropicana ou un truc comme ça, qui avait donné son accord. Ils avaient des camions entiers qui déversaient des oranges, enfin des restes d'oranges après que le jus ait été fait, dans un désert pendant 10 ans. Et puis, ils voyaient pas trop que ça répondait, donc l'expérience a été abandonnée. Et au bout d'une dizaine d'années, justement, ils se sont retrouvés d'un désert à un truc, mais complètement verdoyant. Parce qu'il a fallu un petit temps pour que ces agrumes soient processés, soient digérés et que ça devienne une matière intéressante. Mais comme quoi, tout ce qui vient de la terre, encore une fois, doit retourner à la terre. Après, comment, dans quelle quantité, etc. Mais ça finira par se décomposer. Hmm. Il y avait une question également dans la même de Marie-Olivia sur les traitements. Alors c'était spécifiquement sur les pelures d'agrumes, non parce que risque de produits chimiques, mais finalement ça peut concerner l'ensemble des végétaux. Est-ce que Aurélie, au sein de la paroisse, enfin sur le compost que vous avez, vous avez une attention justement sur, enfin, sur la provenance des aliments ou vous faites confiance et vous dites tant pis, il y a peut-être des traitements, mais On a dit tant pis. Effectivement, ouais. on n'est pas complètement puriste en la matière. On fait gaffe sur les fleurs parce que bon, on achète par ailleurs des fleurs parfois pour la paroisse et elles sont pas toujours complètement bio. On essaye de faire gaffe. Alors, par exemple, nous, on a un problème. On a pas mal de bambous dans notre jardin. Donc ça, typiquement, par exemple, on met pas les bambous parce que si le jour, enfin voilà, quand ils vont retourner après, on a un risque que ça reprenne le jour où on étale la terre. Donc c'est plus sur les plantes invasives qu'on fait attention. On fait attention de pas mettre de restes de plantes invasives dans notre compost de façon à ce que ça se reproduise pas ensuite le jour où on réétalera la terre. Après, sur le reste des traitements, non, on n'a pas exigé effectivement que nos paroissiens ou nos habitants n'amènent que des épluchures bio et il y a le Hmm. risque éventuel qu'il y ait des traitements. Bon, après, effectivement, ça chauffe pas mal quand même. C'est assez fascinant d'ailleurs quand on touille le compost de voir tout à coup la fumée qui sort. Mais bon, voilà, c'est pas parfait, quoi. Mm. Hmm. Ok. Et pour ces aspects-là, c'est vraiment la chauffe qui va résoudre tout le problème, en fait. Mm. Il y avait une remarque sur le brasse compost. Alors, je ne sais pas, Aurélie, comment vous touillez. C'est vrai que le brasse compost, c'est quelque chose qui est assez sympa et qui permet de faciliter la touille, le Effectivement, retournement. il faut avoir ce ressort qui permet effectivement de... Et des fois, il est tellement compact quand on l'a pas suffisamment bien touillé qu'il faut faire attention à son bas du dos, sinon on se pète le dos. Ouais, Mais si on le fait régulièrement avec le brasse compost, c'est très facile, hein. Ça fait un peu de muscu une fois par semaine, ça fait pas de mal. d'accord. D'où l'intérêt Alors, il aussi me reste une. d'avoir des bacs qui sont bien conçus avec Oui, une partie amovible ouais. pour pas se faire mal et pouvoir aller chercher à Et cœur, tourner même à autour. la fourche, voilà, et tourner. Mm. Ouais, tourner autour parce que sinon... Il y avait, pour finir, il y avait une remarque d'Arnaud qui disait que c'était possible de broyer des petits diamètres, notamment de végétaux, avec une tondeuse, même de feuilles, hein, pour que ça se décompose plus vite, après les avoir étalés au sol. Et une prudence sur les toilettes sèches, quand même, dans l'utilisation des toilettes sèches.
Et la dernière question peut-être d'Anne-Sophie, c'est le côté de voir une équipe engagée autour du projet. Oui. Avec une question, c'est comment fédérer pour souder sur le long terme? Est-ce que tu as des conseils Alors, par rapport à alors ça? nous, quand on a fait émerger le projet Église verte, effectivement, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc le compost en faisait partie en fait. Donc c'était effectivement dans les fondements initiaux de cette approche Église verte pour la paroisse, de dire bah on pourrait avoir un compost, on a un jardin, ça serait utile, etc. Donc c'est effectivement dans la réflexion de départ qu'il y avait ce projet-là. Donc après c'était assez facile à pousser. C'est clair que pour l'instant, bon voilà, enfin après pour faire revenir des gens régulièrement, c'est toujours le nerf de la guerre dans les groupes. Là, dimanche prochain, enfin le 7 septembre pour la rentrée, on fait un apéritif au jardin pour essayer de voir s'il n'y a pas des nouveaux gens qui ont envie de nous rejoindre, de venir nous filer un coup de main pour l'entretien et éventuellement pour gérer le compost. Voilà, c'est du bouche à oreille, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication, c'est bah, des gens qui commencent par aider juste une fois de temps en temps pour remplacer quand on n'est pas là et puis qui finalement viennent un peu plus régulièrement. Mais c'est comme tout projet associatif, enfin voilà, faut maintenir la dynamique mais bon, nous on s'appuie sur le label Église verte aussi, c'est un peu, enfin voilà, on communique là-dessus, c'est un peu une fierté, enfin voilà, le projet en fait Compost, il s'inscrit aussi dans tout un tas d'autres dimensions de l'action de la paroisse en la matière. Et donc ça permet de garder la dynamique aussi de par ce projet qui a de multiples facettes. Merci Aurélie. Et il y avait une question, une dernière question, peut-être Perrine, je ne sais pas si tu auras la réponse, par rapport au resto gastro de l'Ardèche, là sur la machine. Il me semble que c'est la même machine que j'ai vue à Thésée. Mais la question, c'est l'énergie grise de la machine nécessaire est-elle rentable par rapport au circuit engendré a priori extrêmement court? Excellente question. À laquelle je n'ai pas forcément la réponse, sauf que là, ce resto, il y avait du panneau solaire, donc voilà, eux estimaient que c'était correct. Mais après, si on va chercher au bout du bout, je pense que quand ils font leur bilan carbone, quand même, ça pèse dans le positif hein, sur ce truc-là. Mais c'est vrai on peut se poser la question. Après, il y a une réflexion assez intelligente à avoir par rapport à ces machines-là qui génèrent une chauffe. Donc, est-ce qu'on peut pas faire de la cogénération, utiliser cette chauffe pour autre chose. Enfin, après, c'est des réflexions sans fin, mais il y a toujours des choses à trouver. Là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas courir après la technologie et la technicité vaille que vaille, au risque de s'y perdre à un moment. Mais sur des grosses structures, pourquoi pas? Après, il existe d'autres machines. À Montpellier aussi, ils ont un espèce de grand rouleau comme un... Comment ça s'appelle? Comme une benne de bétonnière qui remue tout seul le compost. C'est pareil, c'est activé par des petits trucs solaires. Et là, il y a une récupération du jus. Donc, il y a plein de gens qui réfléchissent à des choses hyper intéressantes. Il faut regarder ce qui se fait. Dans quelle mesure c'est bien, dans quelle mesure c'est pédagogique, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces unités-là, elles soient montrées, expliquées, partagées. Moi, j'avais proposé à la commune dans laquelle j'étais là d'avoir un composteur comme ça, mais en plein centre de ville, parce qu'il y avait un grand marché le samedi matin, et j'avais lancé l'idée qu'à la fin du marché, on ait une carriole avec un cheval pour faire toute une animation qui passe en sonnant la cloche. On récupère vraiment les poubelles quoi, du végétal du marché et en même temps, les enfants descendent des immeubles, des maisons et viennent déverser dans la carriole avec le cheval bah, tous leurs déchets végétaux. Et là, il y a un côté vraiment sensibilisation pédagogique. Bon, l'idée n'a pas été retenue. Je pense que la dépense quant à la machine était trop importante. Mais avec une machine comme ça, on n'a pas de problème de rats parce qu'ils ne peuvent pas du tout pénétrer. Donc il y a des solutions, il faut regarder. Et comme tu l'as très justement dit, en fait, il faut vraiment, Aurélie, hein, par rapport à votre projet, ce que tu disais, c'est qu'il faut vraiment déterminer vos besoins, les caractéristiques du groupe autour de ce projet. Pourquoi fédérer? Pourquoi on veut le faire? À quoi ça va être utilisé? Quel est le message derrière? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser finalement pour bien définir la structuration du projet compost qui ne doit pas être
je balance un projet compost et après viendra qui veut. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même pas des activités qui semblent très alléchantes. On manipule du déchet et on a encore cette idée en France que tous ces déchets-là, c'est quand même la poubelle, quoi. On n'a pas encore conscience que c'est une vraie ressource. Merci Merci. Perrine. Je vois qu'on arrive au terme des questions. Je te laisse peut-être conclure, Marie-Laurent. Oui, voilà. Et voilà, on va juste conclure avec la prière Église verte. Je vais la projeter. Donc, il y a une prière qu'on vous invite à utiliser lors de vos rencontres, en introduction de vos rencontres, et une prière de clôture que vous pouvez utiliser également lors de vos rencontres. Et donc là, je vous partage la prière de clôture. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur nos chemins de conversion, ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au cœur de toute personne de bonne volonté, le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci, Père, de nous donner des frères et sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un Sauveur à glorifier et à louer, et que ta bénédiction repose sur nous à jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous. Merci à toi, Delphine. Avec plaisir. Bonne soirée à Bonne chacun. soirée à chacun.